Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Voici les principaux titres de l'édition de ce soir. Arrivée du président Ismaël Omar Guelleh au Kenya pour une visite officielle de 48 heures. Et le chef de l'État a reçu également le président du Majlis al-Shura du Royaume de l'Arabie Saoudite. Et Nicole Pachinian est élue au poste de Premier ministre par le Parlement arménien. C'était donc les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé au Kenya en fin d'après-midi aujourd'hui pour une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. À son arrivée donc à l'aéroport international le Kenyan Jomo Kenyatta, le président Guelleh a été accueilli chaleureusement par la ministre des Affaires étrangères kenyane, mais aussi par des membres du gouvernement djiboutien, notamment le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Investissement, celui de l'Énergie et du Commerce. Le président Ismaël Omar Guelleh a eu un premier tête-à-tête avec la ministre des Affaires étrangères kenyane dans la salle VIP, durant lesquelles donc ils ont évoqué les moyens de renforcer les relations bilatérale et la coopération entre les deux pays. Ensuite, donc, le président a signé le livre d'or des personnalités à l'aéroport avant d'être conduit à son hôtel où il résidera durant son séjour. Cette visite donc du président Guelleh sera essentiellement marquée par la volonté des deux pays d'accroître leur niveau d'échange et de coopération, notamment dans le domaine précis des investissements, du commerce et la formation professionnelle. Les deux parties formaliseront leur volonté d'accentuer leur coopération dans ces secteurs à travers une cérémonie de signature d'accords qui interviendra à l'issue d'une réunion de travail élargie aux collaborateurs des deux chefs d'État. Et quant à l'entretien préalable en tête-à-tête qu'auront le président Guelleh et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, il aura valeur de cadre majeur de fixation d'objectifs globaux afin que les deux pays puissent donc disposer davantage de relais de concertation, de coordination, de solidarité et d'action conjointe. Djibouti et le Kenya en partagent un nombre important d'intérêts de vision stratégique. Les deux pays œuvrent tous deux en faveur de la stabilisation et de la sécurisation de la région, notamment en Somalie, où ils possèdent respectivement des contingents au sein de l'AMISOM, la force africaine d'interposition dans ce pays. Cela en raison du fait qu'ils soient tous deux convaincus que notre région ne n'aura jamais avec un développement durable sans qu'auparavant elle ne se débarrasse des conflits et guerres qui l'ont si souvent marqué. En dehors de la convergence de vues qui caractérise les deux pays dans la diplomatie et la géostratégie, Djibouti et le Kenya ont un profil légitime pour entériner ensemble un partenariat économique gagnant-gagnant. Djibouti pourrait effectivement servir donc de relais de transfert aux nombreuses exportations, notamment le bétail que l'Afrique de l'Est cherche à faire parvenir à la péninsule arabique par le biais du Kenya. Et pour nous parler donc de la visite du chef de l'État au Kenya, donc notre correspondante Awo Abdi est à Nairobi avec nous en direct. Donc, bonsoir Awo. Donc nous allons retrouver Awo dans quelques instants. Nous allons poursuivre donc l'actualité nationale. Le président de l'Assemblée consultative saoudienne au Majlis al-Shura, au Conseil de la Shura, Abdallah Ben Mohammed Ben Ibrahim al-Sheikh, a entamé ce mardi une visite de 4 jours à Djibouti à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed. Pour nous en parler avec nous sur ce plateau, Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Alors, qu'en est-il de la visite du président donc de la Majlis al-Shura de l'Arabie Saoudite? Eh bien, cette visite a commencé, comme vous le voyez, donc sur ces images à l'aéroport où le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a reçu son hôte à l'aéroport, notamment dans la salle de réunion. L'audience s'est ensuite déroulée
à la présidence du pays, où les deux hommes, donc le président de la République et l'hôte de marque, ont discuté des relations bilatérales qui unissent Riyad et ainsi que des moyens de renforcer la coopération entre les deux institutions parlementaires. Cet entretien avec le chef de l'État, Ahmed, a permis aux deux parties de dégager les points de vue de chacun en matière de coopération dans le domaine à devenir et à développer entre les deux pays. Et à l'issue donc de son entretien avec le président de la République, le président de l'Assemblée consultative de l'Arabie Saoudite a également appelé donc Majlis Shura, nous a accordé donc une interview à l'issue de cet entretien, Fardous. Et oui, donc Ahmed, le président de la Shura, a également, je le cite, précisé que le président Mohamed Ali a exprimé sa satisfaction de visiter la République de Djibouti dans le cadre de la coopération fraternelle entre les deux pays et les consultations permanentes entre les autorités des deux pays, notamment entre les deux institutions parlementaires. Il a précisé qu'il a discuté avec le chef de l'État des moyens d'améliorer les coopérations entre les deux pays. Plus d'un certain nombre de dossiers et de sujets d'intérêt commun ont été discutés. J'ai profité de cette occasion pour transmettre les salutations du gardien des deux lieux saints au président de la République. C'est également l'occasion pour moi de promouvoir l'échange de visites entre les parlementaires djiboutiens et saoudiens afin de rapprocher les deux parlements. Et tout de suite, donc, Fardous, le président de l'Assemblée nationale aurait également souligné par la suite, accordé une interview à notre équipe sur place. Effectivement, donc de son côté, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a souligné l'importance que revêt cette visite du président de la Shura, Abdallah Ben Mohamed. Il a souligné que cette initiative reflète la volonté de deux autorités saoudiennes et djiboutiennes que je vous propose d'ailleurs de suivre. Et tout de suite, donc, avec nous, à partir de Nairobi, en direct, notre correspondante qui a accompagné donc le président de la République dans le cadre de cette visite officielle de 48 heures au Kenya, Awa Abdi. Bonsoir, Awa. Bonsoir, Boudi. Donc, Awo, vous êtes donc au Kenya aux côtés du chef de l'État. Alors, sur quoi va porter exactement cette visite officielle du président de la République, visite qu'il a effectuée à l'initiative donc de son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta? Effectivement, comme tu viens de le dire, Boudi, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en fin de matinée à Nairobi, la capitale kenyenne, dans le cadre de renforcement et de dynamiser la coopération qui existe entre les deux pays. Donc cette visite intervient à l'invitation de son homologue M. Uhuru Kenyatta. Il faut préciser que le président de la République conduit une importante délégation qui comprend notamment plusieurs ministres. Il est important de citer que la République Djibouti et Kenya ont leur une première relation diplomatique après l'indépendance de Djibouti le 27 juin 1977. Depuis cette date jusqu'au jour d'aujourd'hui, des liens privilégiés d'amitié et de partenariat n'ont jamais cessé de se renforcer entre les deux pays. Le commerce, la lutte contre la sécurité, le relais des imports et des exports, notamment à travers les ports, les télécommunications, constituent entre autres des domaines d'échange et de coopération entre les deux nations. Membres également de plusieurs organisations africaines, à savoir l'Union africaine, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, connu sous la commune de Comesa, l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'IGAD. Les deux pays est engagé aussi dans la mission régionale de la MICHAM pour le maintien de la paix et la stabilité en Somalie. Cela illustre certainement la convergence des deux dirigeants, à savoir le président Ismaël Omar Guelleh et son homologue kenyan, M. Uhuru Kenyatta, sur les relations bilatérales, mais aussi les questions concernant la politique régionale. C'est en fait dans ce contexte-là que cette visite officielle du président de la République intervient
pour consolider davantage ces relations, ces visions communes de partenaires et de coopération bilatérale plus fort au jour à venir. Donc il faut noter qu'une cérémonie importante sera organisée demain au palais présidentiel Kenya, où le président de la République aura une première tête-à-tête avec son homologue Kenya, Monsieur Uhuru Kenyatta. Il y aura aussi une conférence de presse conjointe des deux présidents, mais aussi d'autres visites de lieux géothermiques où le président va faire une visite durant sa visite officielle. Merci Awo donc pour toutes ces précisions. Awo Abdou qui était avec nous en direct depuis Nairobi. Merci à vous. Et donc merci à vous Awo, et qu'on retrouvera donc dans les prochaines éditions. Awo Abdi qui nous fera vivre donc le déroulement de la visite du chef de l'État, une visite officielle de 48 heures à l'initiative du président kenyan Uhuru Kenyatta à Nairobi. Également dans l'actualité, une cérémonie de signature d'un financement additionnel pour le projet d'exploration géothermique s'est tenue aujourd'hui en fin de matinée. Cette cérémonie de signature s'est déroulée au cabinet du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, en présence du directeur régional de la Banque africaine de développement, Gabriel Negatou. Ce financement pour le projet d'exploration du puits de Fial et Caldera dans la région de Tadjoura fait partie d'un programme de développement de l'énergie géothermique visant à améliorer la qualité de vie de la population en facilitant l'augmentation de la capacité de production d'énergie verte de 50 MW. Cela va en outre donc en contrepartie permettre la réduction d'importation du pétrole et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Notons au passage que le projet est en accord avec les priorités énoncées dans le nouveau pacte de l'énergie en Afrique visant l'accès universel à l'électricité d'ici 2025 à l'énergie abordable. Ce projet est aussi donc aligné avec la stratégie de croissance accélérée et la promotion de l'emploi de Djibouti par la promotion d'une croissance verte et inclusive. Djibouti has a much higher potential in geothermal than most of the countries in this region. For a very long time. Et de son côté, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a indiqué que ce financement pour le projet d'exploration du puits de Fial et Caldera dans la région Tadjoura fait partie d'un vaste programme de développement de l'énergie géothermique. On écoute le ministre. First begin by thanking you and through you, His Excellency the President, for the vision and leadership in the effort to make Djibouti. Je voulais ici solennellement, au nom de la République de Djibouti, de son président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, du gouvernement et du peuple de Djibouti, remercier la Banque africaine de développement, ici représentée par son directeur général régional, et sa délégation de nous avoir donné l'opportunité de maintenant clore le dossier de forage, donc de financement des forages de la région Lac Assal Fialé. Nous sommes très heureux de continuer à collaborer étroitement avec la BAD qui a déjà été dans la première partie du financement du même projet, et nous vraiment souhaitons ici transmettre nos amitiés et notre reconnaissance au président de la BAD, Dr Adesina, avec qui nous avons une excellente relation, et nous souhaitons voir bien sûr
plusieurs projets maintenant financés également dans la phase de production à travers les différents guichets disponibles au niveau de la BAD. Très rapidement, très bientôt, les équipements de forage arriveront à Djibouti, et je parle sous le contrôle de Jama Ali et également de l'ensemble de l'équipe du projet, pour commencer les forages dans les semaines à venir. On parle désormais de semaines, et ce projet, Inch'Allah, nous l'espérons, verra le jour, en tout cas dans les semaines à venir, pour les forages, et espérons très rapidement, selon le souhait et la détermination du président de la République, l'exploitation de ces forages s'est réalisée dans les 2 années à venir maximum, pour offrir à la population djiboutienne une énergie qui soit propre, peu chère et renouvelable. Et cela fait partie des priorités absolues de son Excellence, Monsieur le Président. Et dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire des populations rurales, une cérémonie officielle de remise de kits et matériel agricole s'est tenue donc lundi, hier, dans le chef-lieu de la région d'Obok. Arrivée par voie maritime donc, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, et sa délégation comprenant les responsables de la DDS ont été accueillis par les autorités régionales à l'escale d'Obok. La cérémonie de distribution des kits agricoles a regroupé de nombreuses personnalités, outre la secrétaire d'État aux affaires sociales, le directeur général de la DDS, le préfet de la région d'Obok, le président du conseil régional, ainsi que des parlementaires, les notables et bénéficiaires de la région d'Obok. Les matériels et kits agricoles ont été remis donc hier à 71 personnes, dans 11 dans le chef-lieu de la région d'Obok et 60 dans les différentes sous-localités ou sous-préfectures de la région. Ce don donc a été remis aux bénéficiaires par les autorités présentes, dont la secrétaire d'État aux affaires sociales, les responsables locaux ainsi que par les parlementaires de la région d'Obok. Après la remise, la délégation s'est dirigée vers le conseil régional donc pour tenir une réunion d'information en présence donc des responsables de la DDS, de l'agriculture et tous les acteurs actifs de la région d'Obok et les bénéficiaires des kits agricoles. Et après la réunion au conseil, la secrétaire d'État a effectué donc une visite des infrastructures sanitaires, et lors de la réunion, le directeur de l'agriculture, Ahmed Ali, a pris la parole pour remercier la secrétaire d'État, Mouna Ousmane, pour l'octroi des kits agricoles qui permettront donc de redynamiser le secteur primaire. La région d'Obok a bénéficié de ce projet parce qu'elle abrite depuis 4 ans un camp donc de réfugiés. La remise des kits entre dans le cadre donc de la continuité des actions du gouvernement qui a déjà octroyé une 40aine d'embarcations au profit de la population d'Obok, et grâce à ces kits, les bénéficiaires pourront améliorer leur production agricole. En l'occurrence, il y a quelques mois, des kits, des embarcations de pêche ont été distribués, attribués à des bénéficiaires, à plus de 40 embarcations pour la région d'Obok à elle seule, suivi de cela par le renforcement de la capacité d'eau potable de la ville d'Obok. Donc ces actions sont toujours en continuité, et j'en remercie Madame la secrétaire d'État qui en a fait encore une preuve pour pouvoir penser à un secteur non pas oublié mais quand même en disgrâce, et c'est la production agricole. Ces dotations. Et dans leurs interventions respectives, le président du conseil régional d'Obok et le préfet de la région ont remercié la secrétaire d'État pour la dotation des kits agricoles, qui est une composante du projet qui prévoit aussi l'extension des réseaux électriques à Obok. Plusieurs projets d'aide sociale sont mis en œuvre, donc à l'instar du programme national de la solidarité familiale qui soulage des centaines de populations dans la région d'Obok. C'est une des composantes du projet régional qui prévoit pour la région d'Obok l'extension du réseau électrique, l'adduction d'eau depuis le forage, l'extension du lycée par la construction de 5 salles scientifiques, l'équipement du lycée technique, la mise en place des activités génératrices de revenus et la réhabilitation du dortoir et réfectoire
pour les collégiens, ici les écoles rurales. Pour ce qui est de la cérémonie dans les remises d'équipements agricoles, ce sont au total 71 périmètres agro-pastoraux qui sont concernés dans 11 jardins du chef-lieu. Pour les ciblages et l'identification des sites et bénéficiaires, le conseil régional, en partenariat avec la préfecture, a priorisé les périmètres existants et les localités qui remplissaient les conditions pour la mise en place de la culture. À cet effet, j'invite tous les bénéficiaires à en faire un bon usage. Là, ce ne sont que peu d'équipements. D'autres vont suivre, Inch'Allah, mais à condition que ces projets aient des résultats concrets et palpables. Et la parlementaire de la région d'Obok, Fatouma Ahmed, présente donc lors de cette cérémonie, a pris la parole à son tour pour remercier la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, et la DDS pour l'exécution de ce projet. Elle a demandé aux bénéficiaires de faire un bon usage de ce matériel pour améliorer donc la production agricole qui va servir en premier aux besoins de la famille. Le surplus pourra être exporté vers les marchés locaux pour avoir donc des revenus. Elle a demandé aux bénéficiaires des kits agricoles de partager leur expérience avec les autorités régionales qui peuvent intervenir en leur faveur en cas de difficulté. Prenons la parole à son tour. La secrétaire d'État a remercié la population de la région d'Obok pour l'accueil chaleureux. Elle a précisé que l'exécution du projet d'octroi des kits agricoles intervient après une concertation avec les autorités locales. Ils contribueront au développement du potentiel agricole de la région d'Obok et au processus de création de revenus pour les bénéficiaires. Elle a précisé que ces activités donc s'inscrivent dans le cadre du projet de réponse aux impacts liés au déplacement dans la Corne de l'Afrique financé par la Banque mondiale. Un des fondements principaux. Par ailleurs, le développement du secteur agro-pastoral demeure une des réponses les plus efficaces pour freiner l'exode rural, lequel ne fera qu'aggraver la situation déjà critique à l'heure actuelle. Ces matériels qui sont distribués aujourd'hui sont le reflet des besoins exprimés lors des différentes missions d'identification menées par la DDS en concertation avec les autorités locales. Ils contribuent sans aucun doute au développement du potentiel agricole de la région et au processus de création de revenus pour les bénéficiaires. Nous remercions également le ministère de l'Agriculture pour son appui constant dans ce domaine et le complément qu'il apporte pour la partie expérience et capacité concernant les matériels agricoles. Cependant, j'invite et j'encourage ces bénéficiaires à saisir cette opportunité qui leur est offerte pour améliorer leurs conditions de vie. Seulement en région d'Obok, ce programme touche une population importante, mais quand même représente un montant de 4 millions de dollars dans l'ensemble. Agriculture, extension d'eau, réhabilitation des infrastructures socio-économiques. C'est un programme qui touche seulement 2 régions de la ville de la République de Djibouti, qui est spécifique pour les zones où il y a des populations réfugiées. Il est destiné aux populations locales. C'est pour que les populations locales puissent être capables de répondre aux difficultés socio-économiques qui se présentent dans les régions. Il est important d'insister sur ces éléments parce que la lutte contre la pauvreté ne devrait pas seulement être de l'assistanat, mais être aussi comment capitaliser la productivité de ces... Sport à présent, une semaine après la fin des 11e Jeux de la CJOCI qui se sont déroulés à Djibouti dans la ferveur et l'allégresse, les Jeux de la Coupe des clubs champions des pays de la Ligue arabe ont été lancés en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, aux côtés des membres de la commission de la Confédération de football de la Ligue arabe. Dans le cadre de ces rencontres préliminaires qualificatives pour la Coupe des clubs champions des pays de la Ligue arabe, la première rencontre du groupe de la Corne de l'Afrique a opposé samedi dernier au stade Gouled l'équipe de Djibouti Télécom à la formation du Banadir de la Somalie, avec les passes décisives, les centres, les tirs sur la barre transversale et les poteaux. Les deux équipes ont montré un match donc passionnant dans un rythme effréné, plein de suspense, et au sifflet final, les deux formations se sont quittées sur un score nul d'1 but partout. Hier dans l'après-midi, toujours dans le cadre de ces qualifications,
qualification. Un match de haut niveau a opposé la Somalie Banadir Sportif Club au talentueux insulaire des Comores. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport appelle les Djiboutiens et Djiboutiennes à venir donc massivement soutenir les battants joueurs défendant les couleurs nationales dans cette phase de qualification dans le cadre de la Coupe des clubs champions. Enchaîné de très bonnes séquences de jeu. On a porté le danger dans leur moitié de terrain. Très souvent on a joué par maladresse parce que des occasions on s'en est créé. On s'en est créé des situations, des occasions. Mais quand une équipe arrive à se créer des occasions, il faut arriver à les concrétiser, à les transformer. Le tournoi est loin d'être fini. On va aborder ce match décisif avec sérénité et responsabilité. On ne peut pas se permettre de quitter le tournoi sur une fausse note. L'ambassadeur de Djibouti à Riyad, son excellence Diadil Saïd Bamakhrama, a participé à la 45e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, représentant ainsi Djibouti. Cette session qui s'est tenue donc à Dhaka au Bangladesh du 5 au 6 mai dernier, n'est-ce pas Fardous? Oui, Ahmed, la 45e, les points saillants de cette 45e session ont été la question palestinienne, mais aussi la situation des Rohingyas au Myanmar en Birmanie était donc au centre de cette discussion. La suite dans ce commentaire. 27 ministres des Affaires étrangères et 12 ministres d'État ont pris part à cette réunion, ainsi que le Canada comme invité spécial à cet important événement. La question palestinienne, les défis auxquels sont confrontés la Oumma musulmane, comme les conflits, les divisions, les tensions et l'instabilité ont été à l'ordre du jour de la réunion de Dakar, ajoutant que le terrorisme, l'extrémisme, la violence sectaire, la haine, les préjugés et l'islamophobie sont également discutés. Notre pays était représenté par l'ambassadeur Diadil Saïd Bamakhrama, représentant permanent auprès de l'OCI, et M. Mohamed Ibrahim Mohamed, sous-directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. Point saillant, donc, lors de cette conférence, 3 résolutions Ahmed en faveur de Djibouti ont été adoptées, notamment donc l'adoption de la résolution 1245 sur la situation à la frontière entre Djibouti et l'Érythrée, résolution sur l'appui au gouvernement de Djibouti pour sa candidature au poste donc de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2021-2022, la résolution sur l'ouverture prochaine d'un bureau de vote à l'OCI de Mogadiscio. Par ailleurs, dans la journée du 4 mai, Ahmed, une délégation de l'organisation de la coopération islamique, l'OCI, comprenant également notre ambassadeur, composé des ministres des Affaires étrangères, des ambassadeurs de hauts pays fonctionnaires de l'OCI, ont visité les camps de réfugiés des Rohingyas dans un but de montrer aux dirigeants musulmans du monde entier les souffrances de la minorité musulmane la plus persécutée au monde. Toutefois, Dakar voulait également profiter de cette visite pour persuader les pays musulmans de prendre des mesures plus actives, plus efficaces pour trouver des solutions à la crise des Rohingyas. Et pour terminer, Ahmed, cette 45e session de cette conférence ministérielle a été marquée par l'élection au poste de secrétaire général adjoint conformément à l'article 18 de la charte de l'OCI. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Autre nouvelle du pays, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagné du général de division Ousmane Nour Soubaglé et du haut commandement militaire, s'est rendu en hélicoptère au Grand Bara pour une visite inopinée où les élèves officiers de l'académie militaire interarmée d'Arta, Lamia, effectuent un exercice de combat comptant pour les épreuves finales. L'objectif du haut commandement militaire était de s'acquérir des connaissances acquises de ces futurs officiers de l'armée djiboutienne. Ces élèves officiers, au nombre de 90, étaient composés de la 3e année, 7e promotion, de la 2e année, 8e promotion et de la 1re année, 9e promotion. Ces élèves officiers étaient engagés donc dans un combat interarmées où les blindés et l'artillerie lourde étaient impliqués dans une manœuvre complexe. Le général Zakaria s'est dit satisfait de la prestation des élèves officiers et les a encouragés à persévérer davantage pour servir la nation, la patrie et le drapeau. Rappelons que ces élèves officiers sont sur le terrain en mode nomadisation depuis 15 jours.
Et toujours en nouvelles du pays, le programme de sensibilisation des valeurs de la patrie initié par le haut commandement militaire s'est poursuivi ce matin avec la visite pour plus d'une centaine d'élèves de l'école primaire publique de Gachamalé à l'hôpital militaire. Partie de l'école primaire publique de Gachamalé à bord des bus affrétés pour cette occasion, les élèves de cet établissement ont été donc chaleureusement accueillis au sein de l'hôpital militaire par les hauts responsables de cette structure. Tout de suite, les élèves ont été conduits au centre d'accueil, puis ce fut la visite du service de la radiologie et du scanner en passant par la maternité. Ils se sont rendus également au service de la kinésithérapie ou de la réadaptation fonctionnelle et pour terminer, ce fut au service des urgences de les accueillir et de leur montrer donc le travail, notamment en prenant quelques gouttes de sang afin de définir à quel groupe sanguin ils appartenaient. Les élèves donc ont témoigné au cours de leur visite d'une grande curiosité et d'une soif de savoir. La journée de visite a été donc achevée pour les élèves de Gachamalé par un déjeuner offert à cette occasion au réfectoire de l'hôpital militaire. Et notre collègue Moustapha Ibrahim, qui a couvert pour nous ce programme de sensibilisation, a interviewé la surveillante générale de l'hôpital militaire soudanais, Samira Amis, donc Abdallah Dabali, et des élèves. Nous l'écoutons. Content d'avoir reçu tous ces élèves de l'école de Gachamalé et ils étaient bienvenus à l'hôpital militaire de Djibouti. On les a fait visiter le grand hall de la consultation de l'hôpital, puis juste après le service de la radiologie où on les a montré comment on fait les clichés de la radio et on leur a montré certains clichés à travers des ordinateurs où on transmet ces clichés. Et après ça, on les a amenés vers le service de la maternité où on les a montré les salles d'accouchement, là où on pratique l'accouchement, où on fait les accouchements des femmes militaires qui viennent à l'hôpital militaire de Djibouti. Puis après, on les a amenés dans un service de kinésithérapie et de réadaptation fonctionnelle, ce qui veut dire que chaque personne qui sont handicapées viennent là-bas pour faire leur rééducation par rapport à leur maladie. Voilà. Donc après ça, on les a fait ramener ici aux urgences où nous sommes. On les a montré l'ambulance et le matériel qui est dans l'ambulance, chacun de tour. Et après, on les a ramenés ici dans une salle pour essayer de leur demander à ceux qui veulent savoir leur groupe sanguin. On a vu des salles. On est rentré dans l'hôpital militaire. On a vu des femmes pour accoucher. On a vu des oui, quand quelqu'un, on regarde son piment, on le met au radio. Et on a vu aussi les femmes qui ne savent pas marcher, et on lui donne des ballons pour faire ça, qui ne sait pas bouger ses mains. Et on leur donne des ballons et ils disent comme ça. Et il y a d'autres gens pour mettre qui ne sait pas marcher, on le met quelque chose au pied, il court avec, après il apprend comment marcher et comment bouger leurs mains. Et maintenant tu as donné ton sang? J'ai donné mon sang parce que je suis courageuse. Et pour clore cette édition, pour éveiller donc l'esprit de découverte des jeunes écoliers, les élèves de l'école Oscar ont profité de la visite guidée au sein de l'institution donc de la radio, diffusion et télévision de Djibouti. La visite a débuté par les différents studios de la radio, le studio de la chaîne 1, chaîne 2 et chaîne 3. Sur place, donc, dans les studios, les élèves de l'école Oscar ont rencontré les journalistes, animateurs et opérateurs en pleine activité. Les élèves ont profité de l'antenne en posant quelques questions aux professionnels des médias. Et la visite s'est poursuivie. Ils ont été donc accueillis à la régie de la télévision dans la section montage des infos pour voir comment se confectionnent les journaux. Et en dernier lieu, ils ont visité le studio de la production numérique dans lequel toutes les chaînes nationales sont diffusées.
Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir, nous allons vous retrouver dans quelques instants. Mais d'abord, donc, une cellule djihadiste a été donc démantelée entre le Maroc et l'Espagne. C'est un commentaire de Samatar Saïd. Les Marocaines ont annoncé le démantèlement mardi d'une cellule terroriste liée au groupe d'État islamique et composée de 5 membres de 22 à 33 ans lors d'une opération conjointe menée au Maroc et en Espagne. 3 membres de cette cellule ont été arrêtés à Fitnek, au nord du Maroc, en coordination avec les services de sécurité espagnols. Les 2 autres de nationalité marocaine et sénégalaise ont été arrêtés à Bilbao, dans le nord de l'Espagne, a ajouté le ministère de l'Intérieur. L'opération a permis le saisie d'armes blanches, uniformes militaires, appareils électroniques. Les membres de cette cellule sont soupçonnés d'avoir mené des campagnes de propagande et recruté des jeunes dans les 2 pays pour commettre des actes terroristes sous la bannière du groupe djihadiste d'État islamique. Et en Syrie, un premier groupe de rebelles évacués des provinces de Homs et de Hama. La suite est dans cette séquence. Des civils et des combattants rebelles ont débuté dans la nuit de lundi à mardi dans le centre de la Syrie en vertu d'un accord de cessez-le-feu conclu la semaine dernière entre le régime de Bachar al-Assad et des groupes d'insurgés dans les provinces voisines de Homs et de Hama. L'entente prévoit le transfert de centaines de militants qualifiés de terroristes par Damas de leurs familles vers les terroristes encore sous contrôle rebelle dans le nord du pays. L'accord doit également permettre au régime syrien de rouvrir une autoroute reliant la capitale Alep à la grande ville du nord, en passant par Homs. Cet axe routier que les rebelles contrôlaient depuis près de 6 ans a été déblayé ces derniers jours. De telles évacuations sont multipliées récemment, notamment près de Damas, permettant ainsi au régime Assad de reconquérir de nombreuses zones et d'asseoir un peu plus sa supériorité au prix des bombardements qui ont fait de nombreuses victimes civiles. En Arménie, l'opposant Pachinian a été élu Premier ministre. Effectivement, Ahmed, le Parlement arménien a élu aujourd'hui l'opposant Nikol au poste de Premier ministre après avoir rejeté sa candidature il y a une semaine. Ses partisans se sont rassemblés à Erevan pour fêter sa victoire. Le chef de l'opposition, Nikol Pachinian, a été élu Premier ministre à l'Arménie par le Parlement arménien. Seul candidat en lice, ce député d'opposition et ancien journaliste se présentait devant ses pairs pour la 2e fois en 8 jours après un premier échec le 1er mai. Lors du précédent vote, le 1er mai, ses adversaires du Parti républicain pouvoir avaient fait bloc contre lui. Dès le lendemain de son échec, il a assuré avoir assez de voix pour être élu, affirmant que tous les groupes parlementaires ont déclaré qu'ils soutiendraient sa candidature au poste de Premier ministre. Et enfin, Samatar, Kim Jong-un, le numéro 1 nord-coréen, a effectué une 2e visite en Chine. Effectivement, Ahmed, Kim Jong-un a rencontré le président chinois Xi Jinping dans le nord-est de la Chine, lundi et aujourd'hui. Une visite surprise, quelques semaines avant un sommet prévu entre les dirigeants nord-coréens et le président américain Donald Trump, ont annoncé mardi des médias d'État chinois. La télévision publique CCTV a montré les 2 hommes marchant côte à côte dans un parc en bord de mer dans la ville de Dalian, ont discuté autour d'un table selon l'agence Chine Nouvelle. Les dirigeants se sont rencontrés lundi et mardi. Il s'agit de la 2e visite surprise du président nord-coréen en Chine. Fin mars, il s'était rendu dans la capitale Pékin et avait rencontré Xi Jinping. Il s'agissait de son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011, Ahmed. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.